Cette vidéo aborde des thèmes complexes pouvant parfois heurter certaines sensibilités. Certaines images sont cependant floutées par obligation de respecter le règlement de YouTube. A noter aussi que l'ambiguïté de cette histoire fait que malgré tous mes efforts de recherche et d'objectivité, les sources divergent sur la façon dont se sont déroulés certains des événements racontés ici. Ces sources sont listées en fin de vidéo et en description. Ce documentaire est à des fins éducatives et les photos, extraits vidéo utilisés sont soit tombés dans le domaine public, soit utilisés dans le cadre du droit de citation. Dernier point, certains passages sont aussi issus uniquement de mes réflexions personnelles, qui ne sont ni celles d'un historien, ni celles d'un expert en sciences politiques. Si toi aussi tu juges cette histoire aussi importante que pertinente, n'hésite pas à participer à cette diffusion en la partageant, en la commentant, etc. Quand j'étais adolescent au CDI de mon collège, je me souviens être tombé sur ce bouquin. Et moi qui me rêvais explorateur, j'ai été fasciné par ces images des Nuba, un peuple du Soudan. C'est seulement une fois adulte, en retombant sur cet ouvrage, que je me suis intéressé à la photographe de ces clichés, Leni Riefenstahl. C'est en me faisant des recherches sur cette femme que je suis tombé dans une spirale à laquelle je me serais jamais attendu. Quel genre de personne elle pouvait être ? Réalisatrice à 100 ans, elle sort encore un film. À 98 ans, elle survit à un crash d'hélicoptère, à nouveau pour photographier les Nuba. À 72 ans, elle passait son brevet de plongée sous-marine pour photographier les coraux des grands fonds. Jeune, elle a commencé sa carrière comme danseuse, puis devient une des actrices les plus reconnues des années 20 en Allemagne, avant de devenir l'une des premières femmes réalisatrices. Waouh! Mais entre les années 30 et 40, elle était surtout connue pour être la bonne amie d'Adolf Hitler. Et si il est impossible de connaître avec certitude la nature de ses relations troubles avec lui ou Goebbels, on sait en revanche avec certitude ce que le Troisième Reich lui doit. Son talent pour l'image, elle va le mettre au service du régime nazi et elle sera à l'origine des films de propagande les plus importants de tout le XXe siècle. Des films dont la puissance visuelle va radicalement changer l'histoire. Le travail, mais aussi la vie de Leni Riefenstahl sont des témoignages directs de la façon dont naît le fascisme. 1933 war dieses Desentressement nicht mehr möglich. Es war schon vorher. On est à Berlin en 1902 quand Hélène vient au monde. À ce moment-là, c'est une ville qui est en pleine expansion industrielle et artistique. Elle va naître dans une famille assez aimante, assez modeste au début de sa vie, et surtout très soumise à la rigueur paternelle. Alfred Riefenstahl, son papa, il a déjà un chemin tout tracé pour elle, les 3 K qui servent à décrire la place de la femme dans l'Empire allemand, Kinder, Küche, Kirche, à savoir les enfants, la cuisine et l'église. Pas de peau, la petite Leni, comme tout le monde l'appelle, elle est plutôt du genre garçon manqué, surtout aux yeux de son père, avec une passion pour le sport qui lui fait sécher les cours pour pratiquer d'abord la natation, puis la gymnastique, le patin, et enfin, c'est la danse qui va rentrer dans sa vie. Pire encore, quand elle a 5 ans, elle assiste à une représentation de Blanche-Neige et les 7 nains, ce qui va la fasciner et lui faire caresser le rêve de devenir actrice. Hors de question pour son père, tout ce milieu-là, c'est évidemment fait pour les demi-mondaines. Heureusement, elle est quand même soutenue dans ses aspirations par sa mère, en secret, et au fur et à mesure que l'entreprise paternelle fleurit, ce qui lui permet de sortir de leur classe moyenne et de se diriger lentement vers la petite bourgeoisie, et ben Leni, elle est de plus en plus exposée à la culture, le cinéma, les bals. En 1919, à 16 ans, elle participe secrètement au casting du film Opium, qui recherche des danseuses. Elle va croiser sur le film notamment Conrad Veidt, l'acteur qui jouera plus tard dans le cabinet du docteur Caligari. Par peur de la réaction de son père, elle exige de rester méconnaissable avec perruque et maquillage. Elle va aussi réussir à s'inscrire à l'école de danse Grimreiter, où elle va découvrir la danse expressionniste. Son père, lui, il essaie de reprendre les choses en main à un moment, en l'envoyant dans une école d'art ménager, qui a pour objectif de remettre dans le droit chemin les jeunes femmes. Mais c'est peine perdue, Leni, elle se lève tous les jours à 5h du matin pour pratiquer la danse avant ses cours. Ah bah oui, mais quand ça veut pas, ça veut pas. L'adolescence, c'est aussi un moment où Leni va prendre conscience de sa beauté et du pouvoir que ça lui donne sur les jeunes hommes. Un grand pouvoir dont elle tiendra pas compte, ce qui implique de grandes responsabilités, puisqu'elle va souvent s'amuser à jouer avec ses prétendants, comme Walter Lubowski, qu'elle va contraindre de se déguiser en fille pour l'accompagner en classe. Plaisanterie qui lui coûtera assez cher, vu que le père du jeune homme va le renvoyer de chez lui. Après une autre humiliation qu'elle lui fera subir, il va même tenter de mettre fin à ses jours chez Leni. Apparemment, ça servira pas de leçon à la jeune fille, puisqu'elle va aussi humilier un autre jeune homme, Paul Walden,
en riant aux éclats juste pour repousser ses avances. Alors tu pourrais argumenter que ça n'a rien à voir avec l'histoire, hein, et que c'est des anecdotes personnelles. Attention, je lui fais pas un procès ici, hein. Adolescent, on a tous et toutes été cruels à une époque où on apprend les relations humaines. Non, si je souligne ces éléments, c'est surtout pour comprendre, via le sport aussi, le rapport au corps que Lenny entretient avec le sien et celui des autres, notamment du sexe opposé. Elle est absolument pas intéressée par les jeunes garçons de son âge. Elle, son intérêt va aux beaux sportifs. Elle jette son dévolu sur Otto Freundsheim, un grand tennisman, à peine plus jeune que le père de Lenny, et elle décide que ce sera lui qui lui fera perdre son innocence. À un moment pas très romantique, puisque après avoir fait son affaire, il la laisse là, en lui donnant juste un petit billet de $20 pour se débarrasser d'une éventuelle grossesse. Ça va durer quand même 2 ans avant que Lenny ouvre les yeux sur le côté toxique de leur relation. Elle va rencontrer aussi Harry Sokal, un homme qui va avoir une grande influence sur sa vie, un riche directeur de banque qui, séduit par elle, va lui proposer de financer ses projets artistiques. Elle va lui proposer le mariage aussi, mais elle refusera ses avances. Mais c'est grâce à son soutien que Lenny va pouvoir commencer sa carrière. On est en 1923. En Allemagne, c'est l'année de l'hyperinflation. T'as sûrement déjà vu ces photos incroyables des Allemands qui vont faire leurs courses avec des brouettes remplies de billets. Le papier-monnaie se vend au poids. Le billet de $20 que Lenny elle avait reçu, là il aurait valu des millions et des millions de marks. Cette atmosphère de chaos, ça fait surgir des partis extrémistes sur le devant de la scène politique, comme un jeune parti bavarois, dont tout le monde parle après un putsch raté à Munich, le NSDAP, et son jeune chef charismatique, un certain Adolf Hitler. Alors Lenny, elle vient d'avoir 21 ans, elle a absolument pas conscience de tous les bouleversements politiques. La seule chose qui l'intéresse, c'est de se faire un nom dans la danse et de conquérir la scène. Elle prépare 2 représentations inaugurales pour se lancer, avec le soutien financier de son admirateur, Harry Sokal, mais aussi de son père, qui lui ne l'aide que dans le but de la voir échouer. Et comme ça, d'avoir un moyen de pression pour la faire revenir dans le droit chemin. Son père qui lui avait dit « Je suis persuadé que tu n'as aucun don pour la danse et que tu ne dépasseras jamais la moyenne du médiocre. » Un super papa, mais surtout un super plan qui va lamentablement échouer. En une nuit, Lenny devient une célébrité. La presse allemande est unanime et salue son talent, la qualifiant de danseuse véritablement nouvelle. Ce soir-là, alors que sa vie se transforme, son père la prend enfin dans ses bras et lui murmura à l'oreille « À partir de ce soir, je crois en toi ». Ça aura pris le temps, mais elle vient enfin de sortir du joug paternel. Les propositions s'enchaînent, Lenny part en tournée dans toute l'Allemagne, puis en Europe. Elle commence à bien gagner sa vie. Ses relations avec Harry se tendent un petit peu quand même parfois, qui lui, il rêve toujours de l'épouser, un rêve qu'elle partage pas. Mais bon, ils continuent de collaborer ensemble. En juin 1924, lors d'une représentation à Prague, Lenny se blesse gravement au genou. Du jour au lendemain, sa carrière semble brisée, alors qu'elle venait à peine de commencer. Mais c'est pendant cette convalescence forcée qu'elle se souvient de son rêve d'enfance, une autre forme d'art, mais surtout un des médias qui a le plus d'influence au monde à cette époque, le cinéma. Son tout premier petit rôle, elle sera même pas créditée au générique, elle l'obtient dans le film documentaire Chemin vers la force et la beauté. Et si ça a l'air aussi anecdotique, pourquoi en parler ? Parce que, et même si elle se gardera bien d'en parler, ce film représente sans doute l'inspiration majeure de Lenny dans son travail futur, un tournant dans sa vision artistique. C'est un film à la gloire de la perfection du corps, de la culture physique, une esthétique faite pour glorifier la beauté. L'hygiénisme, la copperculture, la culture du corps, c'était un mouvement qui était déjà très en vogue en Allemagne bien avant d'être récupéré et inscrit dans le cadre idéologique du nazisme. Ce film y préfigure ce que sera Les Dieux du Stade et pose les bases de son engagement cinématographique. En juin 1924, alors qu'elle souffre toujours de sa blessure au genou, Lenny est bouleversée par La Montagne du Destin, un film du cinéaste Arnold Fanck. C'est une révélation. Elle va contacter Fanck et le harceler
pour le convaincre qu'elle est la future vedette qu'il lui faut pour ses films. Et il semblerait que ça a marché, puisqu'elle reçoit, alors qu'elle se remet d'une opération pour réparer son genou, un manuscrit entièrement écrit pour elle, celui de la Montagne Sacrée, l'histoire d'un triangle amoureux entre une belle danseuse et 2 beaux alpinistes au sommet d'une montagne. Le tournage se fait dans des conditions extrêmes. Lenny va se fracturer le pied lors d'une descente périlleuse. On a plusieurs autres membres de l'équipe qui se blessent aussi. Et alors qu'ils sont en train de tourner une scène avec une fausse avalanche, c'est une vraie qui se déclenche et que Lenny se prend de plein fouet. Beaucoup de tensions amoureuses réelles aussi autour d'elle durant ce tournage. Elle va préférer Hans Schneeberger, autre cinéaste sur le film, à Arnold Funk. La première de La Montagne Sacrée a lieu le 17 décembre 1926 à Berlin. Lenny danse avant chaque projection pour attirer le public, ce qui participe à son succès immédiat. La presse internationale encense sa performance et la beauté des paysages, comparant même le film aux œuvres de Caspar David Friedrich. C'est le film qui va contribuer à l'explosion du genre qu'on appelle le Bergfilm, le cinéma de montagne. non, c'est un vrai genre qui est d'abord popularisé en Italie, avant d'être dominé par les Allemands des années 20 aux années 40. L'alpinisme cinématique univers, si tu veux. Des fois, ça revient un peu, même aujourd'hui, du genre Cliffhanger, Vertical Limit. Les films vont s'enchaîner pour Lenny, avec Le Grand Saut ou L'Enfer Blanc du Piz Palu, considéré comme son meilleur rôle dramatique, toujours sous la direction d'Arnold Funk. Lenny est à 2 doigts de décrocher le rôle principal dans L'Ange Bleu de Sternberg, mais le rôle est attribué à Marlène Dietrich, ce qui lancera sa carrière, au grand regret de Lenny qui assiste quand même au tournage, et ce qui va provoquer certaines tensions avec Dietrich, qui est jalouse de son rapport avec Sternberg. Et au final, c'est Dietrich qui partira faire sa carrière à Hollywood grâce à ce film. Lenny reste en Allemagne. Son destin aurait été bien différent, on peut le dire. Le nôtre aussi, peut-être. C'est en assistant à la projection de le cuirassé Potemkin que Lenny a une nouvelle révélation, qu'elle comprend le cinéma en tant que forme d'art, devant la puissance de ce film. D'ailleurs, point cinéma, si tu l'as jamais vu, rends-toi service, crois-moi, ça manque à ta culture. Il fait partie d'un des plus grands films de tous les temps, et étrangement, il est aussi souvent considéré comme un des plus grands films de propagande de tous les temps, aux côtés de ceux que Lenny va elle-même réaliser plus tard dans sa carrière. C'est de ces frustrations que Lenny va commencer à ressentir l'envie de s'émanciper et de se lancer dans la réalisation. Dès son premier film, elle avait elle-même réalisé certaines scènes de La Montagne Sacrée qu'Arnold Funk avait conservé dans le montage final. Elle va écrire un synopsis, La Lumière Bleue, basé sur une légende dolomite, où elle va elle-même incarner Unta, une jeune héroïne solitaire connectée aux forces de la nature. Was habt ihr gegen dieses Mädchen? Weil ich nicht mit rechten Ding zugeht. Le tournage est réalisé en décor naturel, dans des conditions très difficiles. Elle va utiliser des techniques inédites avec des filtres de couleurs et une pellicule spéciale développée par Agfa pour capter la lumière bleue durant les scènes de nuit. Ce premier film, c'est beaucoup d'expérimentation et d'apprentissage pour elle, mais la première version est catastrophique, donc elle se fait aider par Arnold Funk sur le montage. Elle va détester ses choix artistiques et donc tout reprendre depuis le début, mais avec toutes les techniques qu'elle aura absorbées en voyant Funk travailler. C'est le début de ce qu'a fait de Leni Riefenstahl une des pionnières en matière de technique de montage. Pour financer son film, elle aura aussi créé sa propre société de production pour contrôler le projet. Et à nouveau, elle reçoit le soutien financier d'Aris Sokal, toujours passionné par le talent de Leni, et qui a déjà été producteur sur plusieurs de ses films. Et c'est là qu'on doit commencer à aborder des côtés plus ambigus de la vie de Riefenstahl. Le film La Lumière Bleue est un succès à l'international. Médaille d'argent à la Biennale de Venise, Charlie Chaplin et Douglas Fairbanks la félicitent personnellement pour son travail. Bon, alors puisque c'est une femme, les éloges concernent plutôt la Leni actrice, pas la Leni réalisatrice, mais à part ça, c'est un succès. Sauf en Allemagne, les critiques à Berlin sont mauvaises, en tout cas dans certains journaux démocrates, considérés comme juifs. Et Leni en conservera une certaine rancœur. On le verra, elle s'est toujours défendue d'être antisémite, en arguant qu'elle avait de très nombreux amis juifs, dont Harry Sokal. Harry qui a fui l'Allemagne à l'arrivée des nazis en mettant fin à la relation amicale qu'il avait eue avec Leni.
Une Leni qui a jamais voulu admettre le rôle capital que Sokal a joué, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. La Lumière Bleue sort en 1932, une nouvelle version ressort en 1938, où Harry Sokal et d'autres collaborateurs ne sont plus au générique, parce que juifs. Quelques mois après la première sortie du film, en 1932, lors d'une interview, elle aurait confié au critique Rudolf Arnheim : « Aussi longtemps que les juifs seront critiques de cinéma, je n'aurai pas un seul succès. Mais attention, quand Hitler prendra les rênes, tout va changer. » Leni a toujours clamé qu'elle vivait dans sa bulle, qu'elle n'avait pas conscience du contexte politique allemand. Elle n'aurait même jamais entendu parler d'Hitler avant 1932. On sait qu'un jour, elle donne un livre à Harry Sokal en lui disant qu'il faut absolument qu'il le lise. Ce livre, c'est Mein Kampf. Sokal est juif. Alors on peut y voir sa totale déconnexion avec le réel et sa naïveté. En tout cas, on a des témoignages de sa fascination pour ce bouquin et son admiration croissante pour son auteur qu'elle voudra absolument rencontrer. En février 32, alors qu'elle est en tournée promotionnelle pour la Lumière Bleue, elle assiste à un meeting national-socialiste au Sportpalast de Berlin. Alors, au programme du discours, le président Hindenburg, incapable d'endiguer la crise économique, le chômage de masse et le véritable danger que représente l'extrême gauche. Ich weiß es, meine Kameraden, es ist euch wohl oft schwer gefallen. Ihr dürft nicht handeln, ihr müsst gehorchen, ihr müsst euch fügen, ihr müsst euch diesem unerhörten Zwang beugen. Leni, elle est submergée par une vision quasi apocalyptique lors de ce meeting qui va la laisser choquée et fascinée. Je me sentais paralysée. Son discours exerçait sur moi une véritable fascination. Je me retrouvais 2 heures plus tard, en état de choc, sonnée par ce meeting au point d'être incapable de faire signe à un taxi. Aucun doute, j'étais contaminée. Contaminée. J'insiste sur le terme parce que c'est pour moi un mot que je trouve extrêmement bien représentatif, à la fois dans sa façon de décrire une réalité, mais aussi dans son pouvoir de déculpabilisation qui servira à beaucoup de personnes ensuite. Parce qu'on ne choisit pas de contracter une maladie. On est contaminé. Pour Leni, elle en est sûre, c'est l'homme qui va sauver l'Allemagne. Donc elle envoie une lettre au siège du parti. Très honoré, monsieur Hitler. Pour la première fois de ma vie, j'ai assisté voici peu à un meeting politique. Je dois avouer que votre personne et l'enthousiasme des spectateurs m'ont impressionné. Faire personnellement votre connaissance. Une réponse de votre part me réjouirait. Salutations redoublées de votre Leni Riefenstahl. Elle reçoit alors un coup de fil de Bruckner, l'aide de camp du Führer, qui va arranger la rencontre en lui confiant qu'Hitler est un immense fan. Il aurait même dit La plus belle chose que j'ai jamais vue au cinéma a été la danse de la Riefenstahl devant la mer, dans la montagne sacrée. Comment s'est passée cette rencontre ? Il faut bien garder en tête qu'ici, la seule source qui nous l'explique, c'est les mémoires de Leni elle-même. On est le 18 mai 1932, sur une plage de Wilhelmshaven. Hitler lui parle longuement de son admiration pour son talent et ses films, jusqu'à lui demander d'en faire pour eux. Et là, Leni aurait exprimé son refus de s'engager politiquement, en se distinguant par sa franchise. Elle refuse catégoriquement de produire des films de commande ou de rejoindre un parti. Et malgré sa fascination pour le personnage, qu'elle reconnaît, elle lui aurait balancé frontalement son rejet de certaines de ses idées. Vous avez des préjugés raciaux. Si j'étais née indienne ou juive, vous ne m'adresseriez même pas la parole. Comment pourrais-je travailler pour quelqu'un qui fait de telles différences entre les hommes ? Hitler aurait répondu « J'aimerais que mon entourage sache me tenir tête avec autant de franchise que vous ». Alors, est-ce que ce dialogue a vraiment eu lieu ? Est-ce qu'il lui a vraiment fait des avances au cours d'une promenade, comme elle l'affirme ? Après un long silence, il s'arrêta, me contempla longuement, posa lentement ses 2 bras autour de moi et m'attira à lui. J'étais accablée car je n'avais pas souhaité que les choses prennent cette tournure. Il me regardait avec intensité. En remarquant que j'étais sur la défensive, il me lâcha immédiatement et s'écarta un peu. Je le vis alors lever les mains au ciel et s'écrier solennellement « Je n'aurai pas le droit d'aimer une femme tant que je n'aurai pas accompli mon œuvre. » Ah ouais, ça s'est joué à rien. Est-ce qu'elle l'a vraiment repoussé ? En tout cas, elle a toujours entretenu elle-même l'ambiguïté. Et elle agissait en public d'une manière très proche avec lui, en étant la bonne amie, sans qu'on sache réellement de quoi il en retourne.
Elle va nier toute sa vie qu'il ait pu se passer quoi que ce soit, qu'elle ait jamais été ni la maîtresse ni la petite amie d'Hitler. Mais en tout cas, elle était assez maligne pour laisser penser que c'était peut-être le cas. Ce qu'on sait avec certitude au moins, c'est que la proximité entre la cinéaste et le Führer a été bien réelle, au point d'en gêner certains. Parce que les charmes de Leni vont aussi attirer l'attention d'un autre homme de pouvoir. Quelques mois plus tard, elle revient du Groenland où elle a tourné SOS Iceberg. À nouveau, elle incarne une héroïne courageuse qui lutte contre les éléments, symbole de la femme forte et moderne qu'elle représente. Alors qu'elle a rendez-vous à l'hôtel Kaiserhof pour prendre le thé avec Hitler, elle croise dans l'ascenseur Joseph Goebbels. C'est la première rencontre entre le cinéaste et le futur ministre de la propagande. Il y en aura d'autres, et elle va être invitée par Magda Goebbels à fréquenter leur réception, où elle côtoie les chefs du parti nazi. Et Goebbels manifeste pas mal d'intérêt pour elle, la trouvant d'abord sympathique, intelligente et agréable, puis une ravissante enfant pleine de grâce et de charme, avant de devenir plus insistant, avant que ça se transforme en fascination, puis en obsession. Leni, elle semble l'apprécier assez peu, elle le trouve dangereux, et surtout extrêmement arriviste. Alors oui, je sais, on repère souvent chez les autres les défauts qu'on a soi-même. Goebbels va tenter de séduire Leni en se montrant assez jaloux de sa relation avec Hitler, mais quand elle lui déclare qu'il n'y a rien entre elle et le Führer, lui, il lui déclare son amour en insistant fortement pour qu'elle devienne sa maîtresse. Leni va le repousser avec autant de force, ce qui va provoquer chez Goebbels une vraie humiliation qu'il lui pardonnera jamais. Elle sait qu'elle vient de se faire un ennemi. La version de Goebbels, si on en croit son journal à lui, qui est aussi très discutable, il mentionne des interactions assez fréquentes entre eux, parfois même chaleureuses, c'est tout. En 1933, Hitler devient chancelier. Goebbels, ministre de la propagande. Les étrangers et les juifs sont notamment écartés de toutes les productions culturelles. Dans ses mémoires, Leni s'en dit meurtrie, mais assez ignorante des événements qui se déroulaient. Pas un mot du 10 mai 1933 où des autodafés sont organisés dans plusieurs villes d'Allemagne, dans le cadre de l'action contre l'esprit non-allemand. Diese mitternächtige Stunde den Ungeist der Vergangenheit, den Flammen anzuvertrauen. Entre autres auteurs allemands jetés dans le feu, Kafka, Zweig, Freud, Mann, mais aussi du monde entier, Jack London, H.G. Wells, Hemingway, Marx, des ouvrages scientifiques ou philosophiques, Einstein, Adorno, ou même français, Romain Roland, Émile Zola, André Gide, et tellement d'autres. Seuls des Allemands pure souche peuvent désormais mettre en forme l'imaginaire culturel du pays. Et Goebbels va proposer à Leni d'en être la figure de proue pour le cinéma sous sa direction. Lui, il rêve que l'Allemagne produise son cuirassé Potemkin, qui est pour lui le plus grand chef-d'œuvre de tous les temps, le film ultime. Sauf que, Eisenstein, le réalisateur, c'est un marxiste, homosexuel notoire, et puis en plus, juif. Alors oui, la contradiction que ce soit son film préféré, avec leur idée à la con de l'esprit non-allemand, ça le frappe pas. Mais c'est le cas de beaucoup d'œuvres. Leni va refuser, encore une fois, parce qu'elle veut pas travailler sous sa direction, elle veut garder son indépendance artistique. Mais c'est Hitler qui revient à la charge pour la supplier de réaliser le film du congrès du parti à Nuremberg. Goebbels contrôle presque tous les aspects de la culture et des arts en Allemagne, sauf les films de Leni. Leni qui est désormais sous la protection directe d'Hitler. Dans ses mémoires, elle a souvent accentué la guerre entre elle et Goebbels pour se distancier du régime nazi. Mais si ça semble exagéré et que leur relation professionnelle pouvait être parfois cordiale, il y a quand même une chose qu'on sait vraie. Oui, elle a bénéficié de son intégration dans l'appareil nazi pour s'imposer comme cinéaste, mais la tension entre eux, Leni et Goebbels, due à leur rivalité personnelle, était bien réelle. Et toutes les tensions entre les deux ont été exacerbées par la proximité qu'elle avait avec Hitler. Elle était une rivale privilégiée par le Führer. Si Goebbels est à l'origine de tout l'imaginaire de la propagande nazie, c'est Leni Riefenstahl qui va la transfigurer, en créant toute la grammaire visuelle par sa mise en image. Je parle de mise en image, Leni n'est pas encore photographe, je traite ici de son travail cinématographique.
Le photographe officiel d'Hitler, c'est évidemment Heinrich Hoffmann, qui a photographié le parti, la vie politique, les congrès, la propagande générale, mais aussi le Führer, autant dans sa vie publique, avec des portraits grandiloquents, à la limite du ridicule, on pourrait dire aujourd'hui, mais qui ont servi à l'imprimer dans l'imaginaire collectif du peuple allemand, et autant dans sa vie privée, puisqu'ils étaient amis proches. C'est même par son intermédiaire qu'Adolf rencontre Eva, puisque Eva Braun était l'assistante d'Hoffmann dans son studio photo. Ces photos-là, c'est vraiment un matériel extraordinaire pour étudier et comprendre toute la machinerie du Troisième Reich, mais c'est pas le propos dans cette vidéo. Du 30 août au 3 septembre 1933 a lieu le premier congrès de Nuremberg, après la récente nomination d'Hitler au titre de chancelier. L'objectif, c'est de célébrer la victoire du parti nazi, son accession au pouvoir, et de montrer les changements que le pays va subir, le retour d'une grande Allemagne sublimée, le montrer autant à la population qu'au monde entier. Pour ça, les instances nationales socialistes savent qu'elles vont devoir mettre en place une propagande de masse d'une ampleur encore jamais vue. Et Hitler va devoir lutter pour que Leni accepte de le réaliser, mais il va surtout devoir lutter pour imposer son choix au parti. Ils sont pas nombreux dans la classe dirigeante nazie à accepter qu'on puisse donner un projet de cette envergure à une femme, quelle que soit la nature de sa relation avec le Führer. Mais lui, il en démord pas. Il veut pas des réalisateurs du parti, du ministère de la propagande. Ce qu'il veut, c'est une artiste, capable, je cite, de dépasser le niveau banal et vulgaire des bandes d'actualité et transformer des événements réels en œuvres d'art. Si Leni peut compter sur le soutien de son nouvel ami Albert Speer, l'architecte du parti, qui va travailler avec elle pour organiser l'espace et améliorer la mise en scène de ses prises, le reste de la production va être extrêmement complexe. La section cinéma du ministère de la propagande refuse de fournir du matériel, ce qui va forcer Riefenstahl à improviser avec des ressources personnelles. Le tournage manque aussi de structure d'approvisionnement en pellicule. En post-production, elle doit reconstituer en studio certaines scènes manquées, en y ajoutant ces plans rapprochés qui vont devenir sa signature. Malgré toutes les difficultés, ce premier film, La victoire de la foi, c'est un succès pour le parti. Hitler rend hommage à Leni lors de la première à Berlin, même Goebbels s'incline en reconnaissant son travail. À l'étranger, évidemment, les réactions sont plus critiques. On prend de plus en plus conscience du culte de la personnalité inquiétant au sein du Troisième Reich. Le London Observer écrit « Il faut souhaiter que ce film soit projeté dans tous les cinémas en dehors d'Allemagne si on veut comprendre l'ivresse qui s'est emparée du pays ces derniers temps. » Leni, elle reconnaîtra jamais La victoire de la foi comme son film. C'était pas sa vision. Elle a fait avec ce qu'elle a pu, ce qu'on lui a laissé faire. En fait, c'était juste un brouillon expérimental. Mais elle refera pas la même erreur pour le suivant. Elle va d'abord tout rapporter au Führer, toutes ses difficultés, ce qui va mettre Goebbels dans une situation compliquée. Ça va le rendre fou de rage que la Riefenstahl a cafeté comme ça au patron. Et la lutte de pouvoir entre les deux va encore s'intensifier. Mais pour l'instant, protégée des ingérences de Goebbels, Leni gagne sur tous les tableaux. Pour le congrès de Nuremberg de 1934, elle va obtenir un budget illimité, des droits d'auteur exclusifs, via sa propre société de production, et une liberté totale de création. Aucun autre réalisateur, je dirais même aucun autre artiste, bénéficiera d'une liberté comparable durant toute la durée du Troisième Reich. Opérateurs, éclairagistes, techniciens, c'est plus de 170 personnes qui sont sous ses ordres, une trentaine de caméras et de dispositifs pour capter l'événement sous tous les angles. 130 000 mètres de pellicule impressionnée, rends-toi compte. À son incroyable talent visuel, son œil photographique, pour les cadres parfaits, elle va y ajouter sa science du mouvement, chose inédite dans ce type de film. On creuse des fosses devant les orateurs pour des contre-plongées complètement saisissantes et la possibilité d'orbiter autour d'eux. T'as des unités entières de cadreurs qui sont montés sur des patins à roulettes afin de donner un sentiment d'immersion au cœur du grandiose. Das deutsche Volk ist glücklich in dem Bewusstsein, dass die ewige Flucht der Erscheinungen nunmehr endgültig abgelöst wurde von einem ruhenden Volk. Grandiose, il faut que ça le soit. Le triomphe de la volonté. Titre trouvé par Hitler lui-même, parce que tout a changé depuis le dernier congrès. Il aura fallu seulement une année au chef du parti d'extrême droite
pour se débarrasser de tous les contre-pouvoirs. La nuit des longs couteaux, c'était seulement 2 mois plus tôt. La SA a été décapitée, Erdström a été exécuté, les opposants assassinés et le parti purgé. Hitler est désormais seul maître à bord. Et le film doit servir à légitimer son pouvoir, à glorifier sa personne et unir la nation derrière lui et lui seul. Riefenstahl va rester toute sa vie très fière de ce film, avec pour ligne de défense qu'elle n'a jamais réalisé un film de propagande, mais un documentaire sur un événement majeur de son pays et de son époque. Et quelque part, oui, c'est un des documents les plus précieux qu'on ait. J'imagine pas un historien spécialisé dans cette période qu'on n'aurait pas analysé chaque seconde. Mais un document, pas un documentaire. C'est un film abominablement extraordinaire. Pas seulement à cause des qualités techniques et esthétiques, c'est un film par son point de vue. Chaque plan a été réfléchi, chaque séquence a été soigneusement montée par elle-même. C'est un film de cinéma qui emprunte au cinéma tous ses procédés de narration, mais qui ne sont pas dirigés dans un sens critique ou contextuel. Elle ne filme pas le réel, mais chaque image est entièrement dirigée vers une réalité sublimée, fantasmée. Attention, il faut remettre en perspective ce que c'était le cinéma à l'époque. C'est le média de masse. On pourrait faire un parallèle aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est le média de l'époque qui a hacké les biais de notre cerveau, qui, par l'image, leur enchaînement séquentiel, la musique et le son, insémine un message et déclenche, manipule des émotions. C'est le pouvoir de la vidéo, même celle que tu regardes en ce moment. C'est moi qui ai déterminé quelles images je montre à quel moment, quelle musique les accompagne, pour t'amener à un endroit. L'endroit où moi je me suis retrouvé émotionnellement et intellectuellement quand j'ai découvert cette histoire. Et certes, le cinéma a moins de portée que les autres médias que sont les journaux et la radio à l'époque, mais son pouvoir de persuasion et de manipulation des sentiments est sans aucune mesure aux autres. Leni Riefenstahl a créé ce film, et ce film, c'est un substrat du mythe hitlérien. La façon dont elle filme l'orchestration des foules, montrée comme un corps homogène, des masses qui se fondent dans l'exaltation d'un seul individu, d'un chef charismatique, en la personne d'Hitler, présentée sous la forme d'une force presque surnaturelle. Ce film, c'est le triomphe de sa volonté, et à lui seul. Il existe des tas de critiques à propos de ce film qu'il faut aller lire, et qui vont t'expliquer en détail la mise en scène de l'appareil nazi, la grandiloquence architecturale, les outils de propagande, la glorification à nouveau, qui sont le cœur de cette œuvre. Moi, personnellement, encore plus que tout ça, plutôt que les cortèges infinis de militaires quand font un flot inhumain, moi, ce qui m'a le plus interpellé, c'est les gens. Les vrais, si je peux le dire comme ça. Les plus jeunes notamment, qui voyaient sûrement dans ce qui se passait qu'une sorte de renouveau, un espoir après des années très dures. Est-ce qu'ils étaient aveugles à la haine véritable, instillée dans les idées de leurs dirigeants, aveugles à la xénophobie, à l'exclusion? Ou est-ce qu'ils étaient intoxiqués, contaminés par elle? Est-ce qu'au contraire, ils y voyaient, après le ressentiment et l'humiliation nationale, un sentiment nouveau d'unicité? Kamerad, woher stammst du? Aus Friesland. Und du, Kamerad, aus Bayern. Und du, vom Kaiserstuhl. Und du, Kamerad, und aus Wilsberg, aus Schlesien, von Devortverkannt, aus Schwarzwald, aus Dresden, von der Donau, vom Rhein. Und von der Saar. Ein Volk, ein Führer, ein Reich, ein Land. Lénine n'a pas fait un documentaire. Elle a créé le film de propagande, sans doute le plus puissant de notre histoire. Parce que je peux t'assurer que même si tu l'as jamais regardé, tu l'as déjà vu. Parfois reproduit au plan près.
Elle a imprimé toute la culture de la seconde moitié du XXe siècle dans un nombre d'œuvres qui serait vraiment trop long d'énumérer, mais qui va de Star Wars au Roi Lion de Disney. Charlie Chaplin, lui, en tirera son chef-d'œuvre Le Dictateur, où il parodie Hitler et le régime nazi pour en montrer le ridicule, avant d'en faire un pamphlet contre la tyrannie. Soldiers, don't give yourselves to brutes. Men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Sur le triomphe de la volonté de Léni, il dira simplement « Si vous voulez comprendre comment naît le fascisme, regardez ce film ». Si la propagande a réussi à contaminer les esprits du pays, l'extrême droite au pouvoir doit aussi entreprendre une stratégie de dédiabolisation à l'international. En 1931, le CIO avait attribué l'organisation des futurs Jeux Olympiques de 1936 à la ville de Berlin. Mais avec l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, beaucoup de voix vont pousser les organisateurs à revenir sur cette décision. Alors on va pas entrer ici dans le détail des pour, des contre, et toute l'histoire incroyable qu'il y a derrière cette attribution, mais pour Hitler, qui se fiche éperdument des jeux en eux-mêmes, ce qui l'intéresse, c'est l'efficacité du soft power que peut produire ce qu'on appelle le sportwashing. Désolé pour ces deux anglicismes, mais c'est récupérer la puissance fédératrice d'un événement sportif de grande envergure pour améliorer sa réputation. Et redorer son blason, il sait qu'il en a besoin, au vu de la défiance du monde entier vis-à-vis de son parti. Le réarmement de l'Allemagne, amorcé quelques années auparavant, la suppression de toutes les formes d'opposition et la mise en place d'un régime totalitaire de loi raciale. Suggérer que les juifs pourraient être interdits des Jeux allemands, c'était pas le move le plus malin à faire. Ils l'ont tenté. Maintenant, ils savent qu'ils vont devoir faire un gros travail de relations publiques pour pouvoir gagner en respectabilité et donner au monde entier des gages de paix. Alors on fait disparaître tous les panneaux, les écriteaux anti-juifs qui parsemaient la ville de Berlin. On déplace les populations marginalisées. Et surtout, pour transformer cet événement majeur de l'histoire en une arme de propagande, on fait de nouveau appel à Leni Riefenstahl. Bon, nouveau refus de sa part, mais la possibilité de faire ce qu'elle veut. Un budget faramineux et l'idée d'aller tourner en Grèce pour filmer le départ de la flamme depuis Olympie, ça finit par la convaincre. Alors oui, le relais de la flamme olympique qui part de Grèce pour rejoindre la ville organisatrice, ça date bien de ces jeux-là, des jeux de 1936. Voilà, parce que dans leur esprit, les nazis ont une filiation directe avec les Grecs anciens et les Romains et leur salut. Ces jeux, ce sont les tout premiers de l'ère médiatique, diffusés à la télévision pour la toute première fois. Des télévisions qu'on installe partout dans les théâtres pour que tout le monde puisse y assister. La radio et la presse aussi, ils n'ont jamais eu autant de portée. La responsabilité qu'on donne à Leni, elle est donc immense, autant que les pressions qu'elle va subir. Ce film-là, ça doit être le point d'orgue de la propagande nazie dans le monde entier. D'une, pour montrer l'efficacité du régime et de sa politique intérieure. Deux, son ouverture à la collaboration internationale avec les autres nations. Et surtout, trois, un désir à peine caché, montrer la supériorité totale des sportifs allemands et de la race aryenne élue du Führer. Leni va enchaîner des mois de préparation pour former ses équipes et inventer des techniques de tournage qui ont encore cours dans le cinéma d'aujourd'hui. De déplacement, de mouvement de caméra pour capturer la dynamique des athlètes et faire du sport un art visuel. C'est le défi le plus ambitieux de sa carrière, et à nouveau, on peut pas nier qu'elle l'a totalement réussi. On peut pas nier que ce film relève du génie, autant technique qu'esthétique. On peut pas nier que ce film a changé l'industrie cinématographique entière. Ich verkünde die Spiele von Berlin zur Feier der 11. Olympiade neuer Zeitrechnung als eröffnet. On a tous en tête les images de cette introduction avec ces éphèbes quasi nus qui figurent les dieux grecs. Le départ et la course de la flamme olympique. On a tous en tête les images du gigantisme de la cérémonie d'ouverture,
et cette marée de saluts hitlériens. Les délégations du monde entier qui défilent au pas devant le Führer, et dont certaines lui rendront le salut nazi, dont la France. L'entrée de la flamme olympique, et ce plan incroyable où elle brûle à contre-jour. Oui, je fais une fixation, mais j'insiste à nouveau sur le caractère novateur, la photographie de ce film. Il faut imaginer ce qu'était un film sur le sport avant ça, et le gouffre technique qui est franchi, l'innovation qu'il représente. Mais pas que. Il illustre la façon qu'avait Leni Riefenstahl, son culte du corps, et qu'on le veuille ou non, son talent pour le mettre en image et en mouvement. Bien sûr que je vais en parler, même si tu connais déjà sans aucun doute son histoire, mais je peux pas passer à côté de l'impact symbolique qu'a eu cet homme sur les Jeux de Berlin. Bien sûr que je vais parler de Jesse Owens. Alors, je vais pas rentrer dans les détails de sa vie, pour ça je te conseille le film de Stephen Hopkins, Race, titre plus intéressant que sa traduction française, la couleur de la victoire, et qui retrace cette histoire et le parcours d'Owens, très bien interprété par Stephen James, où on voit d'ailleurs Leni Riefenstahl y faire plusieurs apparitions. Sie mögen ihn von ihrem Genie überzeugt haben, aber ich darf Sie erinnern. Die sind meine Spiele. Und es ist mein Film. Si tu te poses la question, l'actrice c'est Carice Van Houten, et oui, c'est bien Mélisandre de Game of Thrones. Jesse Owens, c'est donc cet athlète américain, cet athlète noir, qui va faire exploser tous les discours raciaux du Troisième Reich en rapportant pas moins de 4 médailles d'or sous les yeux d'Adolf Hitler. 10 secondes 3 au 100 mètres, 20 secondes 7 sur le 200 mètres, pulvérisant le record du monde de 4 dixièmes de seconde. Il faudra 15 ans avant qu'on puisse battre ce temps. Pour le relais 4 fois 100 mètres, Owens devait même pas participer, mais il est appelé à la dernière minute avec Ralph Metcalfe pour remplacer 2 autres athlètes de l'équipe américaine, mais juifs. Owens proteste, tout le monde soupçonne la pression des nazis, et c'est un effondrement pour Sam Stoller et Marty Glickman qui vont persuader Jesse de courir à leur place. What are you trying to say? He means don't lose. Jesse participe en tant que premier relais, il creuse tellement l'écart avec ses adversaires qu'il permet à l'équipe, en plus de gagner l'or, d'établir un nouveau record du monde en 39 secondes 8. Mais surtout, son défi ultime, et l'épreuve la plus symbolique, c'est le saut en longueur. Parce que celui qui l'affronte, c'est une star, le grand favori de la discipline, et qui n'est pas simplement l'athlète allemand. Il est grand, blond, il est l'incarnation même de ce que les nazis veulent mettre en avant, l'idéologie qu'ils veulent promouvoir aux yeux du monde entier. Tout le stade lui est entièrement acquis. C'est son nom qui est scandé. Lutz Long. Owens commence par mener. Mais Long le rattrape avec un saut de 7,87 mètres. 7,87 neuer Europarekord. Il reste que 2 tentatives à Jesse. La première, 7 mètres 94. La seconde, 8 mètres 06. La défaite est totale. Neuer Weltrekord.
Goldmedaille für Amerika! Mais si Jesse Owens, ce jour-là, a effectivement humilié les nazis, Luz Long, lui, va les défier avec un simple geste. Devant tous les officiels du Troisième Reich, devant Hitler lui-même, devant le monde entier qui regarde, Long, celui qui devait être le parangon de leurs idées raciales, serre la main de Jesse Owens. Va même jusqu'à lui faire une accolade pour le féliciter de sa victoire et signifier sa propre défaite. Toute cette histoire, c'est vraiment pour moi la plus symbolique de ces jeux en 36. Et si tu la connaissais pas, je t'invite vraiment à aller en apprendre plus. Il faut que tu te rendes compte de la puissance de ce geste qui a l'air de rien, mais de le féliciter, juste de le toucher. Mais ça s'est pas arrêté là. Ils sont tous les deux devenus amis. Ça, c'est en plus de l'admiration réciproque, c'est vraiment cette amitié profonde qui va naître entre les deux hommes qui me touche le plus. Une amitié dont Jesse Owens parlera jusqu'à la fin de sa vie. Bon, revenons un petit peu sur notre film. 400 km de pellicules ont été imprimées. Les tâches d'archivage, de visionnage et de montage sont colossales. Lenny va passer 2 ans à un rythme infernal à monter et remonter les 2 parties du film, Olympia, ou Les Dieux du Stade en français. Il est finalement projeté en 1938 à l'UFA Palast de Berlin pour l'anniversaire d'Hitler. Une première fastueuse, le film reçoit les critiques les plus enthousiastes, tant pour sa prouesse technique que visuelle. Même Goebbels, qui avait fait que lui mettre des bâtons dans les roues, s'incline devant la puissance du film. Deutscher Filmpreis 1937-38 wurde Frau Leni Riefenstahl für ihr Filmwerk Olympia. Hitler lui déclare « Vous avez créé un chef-d'œuvre et le monde vous en sera reconnaissant ». La grande maîtresse du cinéma du Troisième Reich, comme elle est nommée désormais, entame une tournée de promotion européenne, une tournée triomphale, il faut le dire. Olympia est saluée comme un chef-d'œuvre du cinéma moderne. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre freundlichen, und das ist das erste Mal, seit ich, nachdem unser Führer die Macht ergriffen hat, hier sein darf. Il est notamment acclamé à Paris, où Lenny assiste à plusieurs projections. La presse est fascinée par la beauté et la perfection esthétique du film. Ils sont pas nombreux à ceux qui posent des questions sur les éléments propagandistes sous-jacents. Lenny enchaîne avec les États-Unis, qui lui promettent le même succès. La presse est fascinée par la petite amie d'Hitler, comme elle est désignée. On l'interroge sur la nature de sa relation avec le chancelier. Elle répond par un rire. Mais la nuit du 9 au 10 novembre 1938 a lieu en Allemagne la nuit de cristal. Le pogrom des Juifs, sous la colère populaire spontanée des Allemands, en fait ordonnée par Hitler et orchestrée par Goebbels. D'horribles bruits et murmures parviennent jusqu'en Amérique, et Lenny se voit contraint de se justifier. Qu'avez-vous à dire à propos des informations selon lesquelles les Allemands brûlent des synagogues, mettent à sac des boutiques parce qu'elles appartiennent à des Juifs, et tuent des Juifs seulement parce qu'ils le sont? Terrorisé, je répliquais. Ce n'est pas vrai. Cela ne peut pas être vrai. La campagne promotionnelle s'annule petit à petit. Elle est quand même reçue par Henry Ford, qui évidemment la charge de transmettre sa grande admiration pour le Führer. Walt Disney aussi, qui lui montre le travail qu'il est en train d'effectuer sur l'apprenti sorcier pour Fantasia. Et au vu de tout Hollywood qui se met à boycotter la réalisatrice, Disney affirmera plus tard qu'il savait même pas qui elle est. En fait, ce film, c'est l'illustration même de la complexité de Leni Riefenstahl. Elle qui se considère, qui se présente comme une artiste apolitique, mais dont les œuvres servent la propagande du régime nazi. C'était quoi son degré, même pas d'implication, mais de compréhension du régime, dont elle était un rouage essentiel. Elle a toujours nié soutenir les idéaux nazis ou s'intéresser à la politique. Elle a jamais nié en avoir eu une certaine fascination et d'avoir cru en leurs idéaux de paix. Parce que c'est ainsi qu'ils se sont toujours présentés, cru aussi en leur capacité à régler les frustrations sociales de l'Allemagne. La seule trace qu'on a d'elle s'opposant au régime, et encore c'est dans un journal qu'elle a écrit a posteriori, c'est quand ils ont déclaré l'art moderne comme art dégénéré, quand les nazis ont commencé à déterminer eux-mêmes ce qu'était le beau et le bon.
den Stempel des Schönen aufbringen. Leur inculture totale de ce milieu a choqué Leni, grande amatrice d'art, au point qu'elle se serait promis de plus jamais accepter une commande de leur part. Olympia serait son dernier film pour le parti. Et quel film ? Oui, on peut pas nier que c'est un chef-d'œuvre cinématographique. On peut pas nier que c'est aussi un outil de propagande nazie. Mais on sait aussi avec certitude qu'elle s'est violemment opposée à Goebbels, qui voulait réduire la présence des athlètes noirs du film. Qu'il ait cédé devant elle, ou que ce soit un calcul pour promouvoir une Allemagne plus ouverte qu'elle l'était vraiment, le fait est qu'elle a eu gain de cause. Le film ne cache pas les défaites allemandes. L'hymne le plus souvent joué, c'est l'hymne américain. Et Jesse Owens est indubitablement au cœur du film. Ses exploits sont montrés en détail et avec beauté. Parce que c'est ça que Leni cherche toujours à montrer, ce qui la guide obsessionnellement. La beauté avant la réalité ou la politique. Deux éléments qui vont toutefois la rattraper entre 1939 et 1945. Le début de la Seconde Guerre mondiale, c'est le début de la longue chute pour Leni Riefenstahl. L'après-Olympia, ça s'annonçait bien pourtant, elle était au sommet de sa gloire, elle pouvait enfin se relancer dans la fiction, après les films de commande, avec un projet extrêmement ambitieux, qui aurait été son premier film en couleur, adapter au cinéma la pièce de Kleist, Penthesilée, la reine amazone amoureuse d'Achille. Bien sûr que Leni s'octroie le rôle principal, qu'elle s'imagine en fière guerrière amazone, le budget est faramineux, l'équivalent aujourd'hui d'un blockbuster. Et plus fou encore, c'est pas le ministère de la propagande qui va financer, mais c'est Hitler personnellement. Il charge même Albert Speer de créer pour la société de Leni 28 000 m² de studio de tournage. Ah bah oui, mais c'est une très bonne amie. Leni vit sa meilleure vie, elle s'attend pas à ce que la priorité au niveau budget change du tout au tout. Elle s'attend pas à ce que le contexte politique change drastiquement. Elle s'attend pas à la chute. Ironiquement, dans la pièce de Kleist, Protoé dit à propos de Penthesilée, si elle a sombré, c'est qu'elle était trop fière et trop forte. Personne n'a rien dit quand l'Allemagne a remilitarisé la Rhénanie. Personne n'a rien dit pendant l'Anschluss, l'annexion de l'Autriche. Ou durant la crise des Sudètes. Et bien chauffée par tous ses succès, le 1er septembre 1939, l'Allemagne marche sur la Pologne. Et là, il faut bien se rendre à l'évidence, la stratégie d'apaisement, c'est un échec. Le Royaume-Uni et la France font face à un casus belli. La Seconde Guerre mondiale vient de commencer. C'est pendant cette période que les événements les plus controversés de l'histoire de Leni vont avoir lieu, événements qui vont la suivre jusqu'à la fin de sa vie. Le premier, c'est cette photo où on voit Leni effrayée, entourée par des soldats. Après l'abandon de Penthesilée, Leni va participer à l'effort de guerre en devenant correspondante. Elle part documenter la progression des forces allemandes en Pologne. Alors, documentation ou tentative de continuer à produire des œuvres glorifiant la Wehrmacht, la question se pose encore. On est à quelques jours à peine après la déclaration de guerre, à Konski, en Pologne. Et à nouveau, les sources divergent sur le contexte. Est-ce qu'elle est effrayée parce qu'elle est intervenue en protestant auprès de soldats qui maltraitaient des Polonais et qui lui auraient vertement fait comprendre qu'elle avait aucun ordre à donner ici en la menaçant avec leurs fusils ? Ou est-ce qu'on est quelques minutes plus tard, où à cause d'un mouvement de foule, les soldats vont se mettre à tirer au hasard dans le flot des civils, faisant entre 30 et 40 morts ? Est-ce que c'est le visage de Leni qui découvre que la réalité de la guerre n'a rien d'esthétique ? Les polémiques naîtront après-guerre, elles naîtront de la stratégie de défense de Leni qui niera toujours avoir eu connaissance des atrocités nazies, qu'elle n'a jamais vu un cadavre en Pologne. Elle a bien été horrifiée par la violence, et oui, c'est certain qu'elle avait aucun pouvoir sur le terrain. Mais ça l'a pas empêché de continuer ses relations avec le régime après ça. L'autre événement, c'est la réalisation de ce que Leni considérera comme une de ses plus grandes œuvres, Tiefland. Tiefland, c'est son film maudit. Il y en a toujours au moins un comme ça chez les réalisateurs et les réalisatrices. Un projet que tu vas avoir toutes les difficultés du monde à monter. Elle avait déjà dû l'abandonner quand elle avait commencé à travailler dessus au début des années 30. Là, elle va le reprendre durant la guerre pour éviter de retourner filmer le conflit et pouvoir s'enfermer à nouveau dans son monde artistique.
Elle va rencontrer toutes les galères possibles et imaginables au niveau de la production, de la logistique, du financement, même si à nouveau, elle est encore et toujours soutenue par Hitler personnellement. Désolé, on dévie, mais je peux pas m'empêcher de te raconter cette anecdote. Elle est... Au vu des difficultés rencontrées sur le film, la santé de Leni va décliner durant la production. Et à un moment, en 1941 précisément, elle est envoyée 1 mois en maison de santé. Et qui vient à son chevet avec un gros bouquet de fleurs? Le Führer en personne. Donc ils papotent ensemble, et là, il lui fait part de son désir de se retirer de la vie politique après la guerre et d'écrire des scénarios pour elle. Ils se mettent à s'imaginer faire des films ensemble sur Frédéric le Grand et d'autres figures d'un passé mythifié. Il y a quand même une timeline là, quelque part dans le multivers, qui est vraiment très différente de la nôtre. Bon, je vais pas rentrer plus dans les détails de la production en elle-même de ce film, parce que la polémique, elle est ailleurs. Tiefland, ça raconte l'histoire de Martha, une danseuse de cabaret qui devient l'objet du désir d'un riche propriétaire terrien tyrannique. Elle trouve finalement refuge et amour auprès de Pedro, un berger. Le film explore les tensions entre les classes sociales et les luttes pour la liberté individuelle. Bei uns im Tal glauben die Bauern, dass der Teufel in einen Menschen fahren kann. Wie könnte man den Bauern helfen? Du nicht, ich nicht, wir alle nicht. L'aspect le plus controversé du film concerne les 270 figurants roms recrutés dans les camps de transit de Max Glan et Marzahn et les accusations qui seront ensuite adressées à Leni. Elle répondra qu'elle n'a jamais mis les pieds dans un camp et en avoir toujours ignoré l'existence quand des témoignages la situent précisément à Max Glan, à choisir elle-même les figurants et en utilisant ses doigts pour cadrer leur visage, comme à travers un viseur de caméra. Elle répondra qu'ils étaient bien traités et heureux quand ils étaient mal logés dans des granges et des écuries et que leur très maigre salaire leur était même pas donné, mais versé directement au fonds général Tzigane pour couvrir les frais du camp. Elle répondra avoir jamais été au courant du sort réservé aux Roms, alors qu'un jeune garçon de l'époque, Joseph Reinhardt, raconte avoir sollicité l'aide de Riefenstahl pour éviter la déportation de sa famille, ce qu'elle lui aurait promis. Sans résultat. Elle répondra que les Roms lui auraient affirmé que leur expérience sur le tournage avait été la meilleure période de leur vie. Après le tournage, un grand nombre d'entre eux seront déportés dans des camps comme Auschwitz, où la plupart vont perdre la vie. Les camps de la mort. Leni a été confrontée aux images des camps. Les Américains l'ont même amenée devant les charniers pour l'interroger. Elle a toujours nié n'avoir ne serait-ce que soupçonné une chose pareille. Das war so ein fürchterlicher Schock für mich, dass ich es gar nicht glauben konnte. Es war mir unmöglich zu glauben, dass so etwas Menschen möglich war und dass das tatsächlich auf Hitlers Befehl geschehen sein sollte. En 1987, un tribunal confirmera que Leni aurait bien sélectionné personnellement les Tziganes pour son film. Il reconnaîtra les accusations de travail forcé et le fait qu'elle aurait bien promis à certains d'entre eux de pouvoir influer sur leur destin. Mais la cour ne retiendra pas le fait que Leni puisse avoir eu connaissance d'Auschwitz, qu'il était quasiment impossible qu'elle ait eu connaissance des camps de la mort. Et c'est toute la difficulté de cerner la personne qu'était Leni Riefenstahl. Elle s'est toujours définie comme une pacifiste et sa filmographie, son film Olympia, montre cet aspect. Mais elle a toujours été fascinée par le pouvoir. Est-ce que c'était juste par ambition personnelle ? En 1940, alors qu'Hitler entre dans Paris et que la France tombe, elle lui écrit un télégramme. C'est avec une joie indescriptible et profondément émue par la reconnaissance que nous vous portons, que nous avons vécu, grâce à vous, mon Führer, la plus grande victoire de l'Allemagne qui est aussi la vôtre, l'entrée des troupes allemandes dans Paris. Vous avez réalisé un exploit qui dépasse l'imagination humaine, un exploit qui restera inégalé dans toute l'histoire de l'humanité. Comment vous en remercier ? Vous féliciter ne saurait suffire pour vous montrer ce que nous ressentons. Vôtre, Leni Riefenstahl. On pourrait y voir un soutien, on pourrait aussi y voir la naïveté de beaucoup d'Allemands à ce moment-là de l'histoire, qui dansaient dans les rues à cette nouvelle. Pas dans un esprit de conquête, mais la pacification de la France,
Ça signifiait pour eux la fin de la guerre. Une lecture assez naïve a posteriori de la situation. Ça signifiait pas la paix en Europe, ça signifiait l'extension du conflit au niveau mondial. Le tournage de Tiefland va quand même se poursuivre jusqu'à l'hiver 44-45, comme si le reste du monde n'existait pas. Avant qu'il se rappelle à elle lors du Volkssturm, la tempête du peuple. Tous les hommes valides du pays sont mobilisés pour aller se battre. La dernière fois qu'elle a vu son bon ami le Führer, c'était l'année précédente, lors de son anniversaire en mars 44. Leni part se cacher à Meyerhofen. Le régime nazi vient de chuter. Même dans son village reculé, la nouvelle lui parvient. Hitler a mis fin à ses jours. Alors qu'elle essaye de s'enfuir à nouveau, elle est finalement arrêtée par les Américains et internée. C'est le début de sa perte de prestige et le début de sa chute personnelle. Le destin de Leni va désormais être marqué par des interrogatoires, des procès et des tentatives incessantes pour défendre son héritage artistique, tout en minimisant son rôle dans le Troisième Reich. Dans les mains des Américains, elle comprend très vite à quel type d'interrogation elle va devoir faire face désormais. Et elle adopte tout de suite cette stratégie. Elle, c'est une artiste. Elle n'a jamais été une nazie. Elle n'a jamais fait partie du NSDAP. On lui montre les images des camps. Et elle tombe des nues devant tant d'horreurs. Elle ira même jusqu'à demander si Hitler était au courant. Elle l'imagine manipulé par les horribles personnages qui gravitent autour de lui, Himmler, Goebbels. Oui, elle connaissait l'existence de camps, mais c'était juste des lieux d'emprisonnement pour les prisonniers politiques, les espions. Le fascisme avance toujours masqué. Bien sûr que personne s'est présenté avec pour programme un génocide. Mais l'idéologie antisémite était au cœur de l'ADN même du parti. Elle a jamais lu Mein Kampf ? Oui, mais elle n'était pas antisémite. Elle a des tas d'amis juifs, des partenaires professionnels. On lui pose des questions extrêmement gênantes sur sa relation avec Hitler. Est-ce qu'il était impuissant ? Quel type de sexualité particulière il avait ? Personne n'est prêt à croire qu'elle n'a pas été sa maîtresse, ou celle de Goebbels, ou d'autres hauts fonctionnaires nazis. Non, la preuve c'est que Goebbels la détestait, c'était son ennemi. Il a essayé tellement de fois de bloquer sa carrière. Dans un état physique et psychologique fragile, elle est finalement transférée aux autorités françaises, qui eux aussi vont pas trop savoir quoi en faire. Elle leur écrit une longue lettre de justification. Elle y raconte son parcours professionnel, à quel point ses films sont de purs chefs-d'œuvre artistiques, acclamés dans le monde entier. Et notamment en France, où, effectivement, on lui déroulait le tapis rouge il y a juste quelques années. Elle est tour à tour réhabilitée, mise en résidence surveillée, puis transférée vers une zone d'occupation française en Allemagne. Pendant un temps, on envisage même de l'utiliser pour produire des films de propagande anti-nazis. Toutes ces décisions contradictoires et ces revirements administratifs, ça montre la complexité de juger un cas comme le sien aux yeux des Alliés. Les années qui suivent, c'est qu'une succession de combats et de désillusions pour Leni Riefenstahl. En 1948, la presse française publie des prétendus extraits du journal intime d'Eva Braun, affirmant que Riefenstahl était bien une favorite d'Hitler. Bon, il s'avéra que ce journal était un faux, assez grossier en plus, fait par un ancien partenaire de Leni pour ternir sa réputation. Encore sur sa vie intime. Parce que, soyons honnêtes, il y a 1 million de choses à reprocher à Leni, mais est-ce que le fait d'avoir connu beaucoup d'hommes en est une ? C'est impossible de nier, quand on lit la façon dont les hommes parlaient d'elle. On sent qu'elle a indéniablement subi la vision masculine de l'époque d'une femme ambitieuse et indépendante sentimentalement parlant. La même année, c'est son procès en dénazification qui va lui assurer un répit, au moins temporaire. Elle est d'abord classée nicht betroffen, non concernée, mais les autorités françaises font appel. Nouvelle audience en 1949, le tribunal maintient cette décision, en arguant qu'aucune preuve ne démontre son implication volontaire dans la propagande nazie, avec le triomphe de la volonté. Que le film, une fois achevé, se soit transformé en instrument de propagande efficace pour le national-socialisme et ait été exploité en tant que tel par le parti ne peut pas être imputé à faute à sa réalisatrice. D'ailleurs, avant le déclenchement de la dernière guerre, ce film passait si peu pour un film de propagande à l'étranger que des jurys internationaux de cinéma l'y ont couronné de divers prix et distinctions de haut niveau. Là, ils font allusion à la médaille d'or reçue à l'exposition universelle de 1937.
Les attendus du jugement confirment aussi qu'elle a maintenu, jusqu'au tout dernier moment, des relations amicales et professionnelles avec des juifs et des non-ariens, et que le salut hitlérien n'était pas pratiqué dans son entreprise. Le répit va pourtant être de courte durée, vont arriver les accusations concernant l'exploitation des tziganes pour Tiefland, puis le scandale du massacre de Konski. Est-ce qu'elle a bien assisté à des massacres ? Est-ce que c'était les bobines de ces actes qu'elle aurait filmés et qu'elle faisait brûler lorsqu'on est venu l'arrêter à sa résidence quelques années plus tôt ? S'ensuit à nouveau des procès, des remises en liberté. En 1954, après des années de lutte, elle parvient enfin à récupérer les pellicules de Tiefland qui étaient toujours sous séquestre. Le film sort, mais l'accueil est tiède, on va dire. Tous ses projets suivants vont échouer. Une nouvelle version de La Lumière Bleue, Les Diables Rouges, un film de ski, La Cargaison Noire, un film sur l'esclavage, l'Afrique et la nouvelle fascination de Leni. Tous ces projets sont avortés les uns après les autres avant même de pouvoir voir le jour. Elle réalise que les portes de l'industrie du cinéma lui sont désormais fermées et qu'elle pourra sans doute plus jamais exercer son métier de cinéaste. Elle comprend avec amertume que son passé la prive d'avenir. Le plus paradoxal, c'est que ses œuvres passées continuent de fasciner dans le monde entier, notamment Le Triomphe de la volonté, qui est projeté dans plein de pays, dont certains invitent Leni pour en parler. Olympia, lui, est classé en 1958 comme un des 10 plus grands films de tous les temps, à côté du Cuirassé Potemkin ou Citizen Kane. Et aujourd'hui encore, il est dans la plupart des listes les 100 plus grands films de l'histoire. La vie de Leni, c'est désormais de faire face à l'admiration et au dégoût, à la célébration et au boycott. C'est dans la photographie qu'elle va opérer une renaissance artistique. On est en 1972, Leni a 70 ans désormais. Les Jeux Olympiques sont de retour en Allemagne, à Munich. Des jeux qui resteront aussi malheureusement dans l'histoire pour sa prise d'otage et son massacre. Leni est accréditée par le Sunday Times pour couvrir les épreuves en tant que photographe sous le nom d'Helen Jacobs, puisqu'elle est toujours, malgré les années, persona non grata en Allemagne. Ces jeux, c'est aussi l'occasion d'une retrouvaille organisée et assez émouvante entre Leni et Jesse Owens, lui aussi vieillissant. Parce que personne n'a oublié la façon où elle l'avait mis en avant aux yeux du monde entier. Quand j'étais ado, j'étais fasciné par le travail de Steve McCurry. Je m'imaginais photoreporter et voyager pour documenter à la fois les incroyables différences, mais aussi ce qui est commun à chaque culture, à chaque civilisation tout autour du monde. J'ai toujours été fasciné par l'altérité entre les peuples, et tu peux imaginer ma réaction en parcourant pour la première fois les images des Nuba. Leni aussi, en voyant une image d'eux dans la presse, elle entre en fascination pour les peuples primitifs, comme elle les décrit. Premiers, on dit les peuples premiers. Dans les années 50, le mode de vie, la culture des Nuba, donc ce peuple du Soudan, est menacé d'extinction par la civilisation, puis par la détribalisation forcée du régime arabo-musulman. Donc une expédition anthropologique est montée pour aller à leur rencontre, et Leni arrive à se joindre à elle avec l'idée d'en faire un documentaire. Mais devant la difficulté logistique de filmer là-bas, ça devient en fait juste une immersion photographique. Elle se concentre sur la mise en valeur des corps, des rituels et des paysages, en cherchant à immortaliser ce qu'elle considère comme une forme de pureté primitive. Elle capture les Nuba dans des scènes de lutte, de danse ou de célébration. On voit comment elle joue sur les contrastes entre leur corps peint et les couleurs naturelles environnantes. Et oui, les compositions rappellent irrémédiablement son travail antérieur dans Les Dieux du Stade, avec un accent similaire sur l'exaltation du corps et de la beauté physique, sur la nudité. Nudité non sexuée, mais symbole de la pureté, comme celle des dieux grecs qu'elle avait filmés. Et justement, parce que c'est Leni, cette œuvre va soulever beaucoup de critiques. Alors d'un côté, il y a ceux qui saluent la qualité artistique de ces photographies, en louant leur intemporalité et leur puissance évocatrice. Pour d'autres, la vision de Leni de ces Nuba
comme elle le dit elle-même. Ça suscite plutôt des accusations de racisme, plutôt d'exotisme un petit peu simpliste. Les anthropologues, eux, ils dénoncent son manque total de rigueur scientifique, Riefenstahl, indifférente à la signification culturelle des coutumes locales, aurait, selon eux, déformé la réalité pour servir sa vision artistique. Et enfin, beaucoup y voient une extension des thématiques esthétiques fascistes qu'ont marqué ces films de propagande sous le régime nazi. Toujours ce culte du corps. C'est notamment la thèse de Susan Sontag, femme dont on parlera très souvent sur cette chaîne. C'est l'essayiste américaine qui a probablement le mieux écrit autour de la photographie. Leni, elle, a qu'une rengaine. Je ne suis heureuse que lorsque je vois quelque chose de beau. La laideur, la misère, le pathologique me répugne. Diriez-vous que la beauté est fasciste ? Bien sûr, c'est évident que ce type de critique émerge que parce que on parle de Leni Riefenstahl. Et que toutes ces intentions auraient évidemment pas été attribuées dans les yeux d'un ou d'une autre photographe. Parce qu'on connaît le passif de Leni, et en partie sa vision du monde. Un passif qui va la suivre jusqu'à la fin de ses jours, entre critique et admiration. Son travail photo va recevoir des hommages internationaux, autant sur ses nombreux voyages auprès des Nubas, ou pour Jardin de Corail, qui présente sa nouvelle passion, la plongée sous-marine, une activité qu'elle va pratiquer jusqu'à l'âge de 90 ans. Ces films continuent de fasciner le monde entier, jusqu'à entrer dans la culture populaire, ouvrant même les portes de la jet set. Elle photographie Mike Jagger, par exemple, là, avec sa femme Bianca. Elle va publier ses mémoires, sa version de sa vie à elle, et d'autres livres verront le jour, certains pour la réhabiliter, d'autres avec encore de nouvelles accusations. Si tu dois en lire qu'un, je te conseille celui de Jérôme Bimbenet, qui m'a paru à moi le plus exhaustif et impartial, si je peux employer ce terme. C'est pas un livre volontairement à charge, mais il cache rien de tous les aspects de la vie de Leni. Des documentaires aussi sont faits sur elle, qui l'encensent ou qui l'accusent, dont un tout récemment sorti en novembre dernier, alors que je terminais l'écriture de cette vidéo. Leni Riefenstahl meurt en 2003, à l'âge de 101 ans. Ses funérailles sont discrètes, marquées par l'absence de représentants officiels, comme pour rappeler son héritage controversé. Und das wird auch nie aufhören, bis ich sterbe. Also das ist eine so wahnsinnige Bürde. Da ist das Wort zu wenig. Das sagt zu wenig. Es tut mir leid. Un héritage que l'historien Antoine de Beck résume en une phrase. La vie de Leni Riefenstahl, ses 100 ans de travelling, dépourvu de morale. Peut-être que t'attends de moi une conclusion qui qu'offrira une sorte de morale. Il n'y en aura pas dans cette histoire. Pas de la frontière entre l'œuvre et l'artiste, etc. Déjà parce qu'on est sur internet et sûrement basé juste sur cette vidéo, donc oublie pas mes propres interprétations. Ou pour les plus érudits, peut-être sûrement sur 2-3 écrits que t'as lus ici ou là. J'imagine que t'as déjà ton opinion. Et opinion que tu vas pas manquer d'affirmer en commentaire. Oui, c'était une nazie, un monstre, une fanatique d'Hitler. Ou alors, c'était une artiste exceptionnelle. Et comme tous les grands et grandes artistes, elle était enfermée dans son monde, imperméable à la réalité autour d'elle. C'est une sorte de condition sine qua non pour le génie, et ce qui serait censé leur donner une sorte de passe-droit. Aucun de ces points de vue n'est le mien. De toute façon, la réalité, c'est qu'on ne saura jamais. Les sources sont trop divergentes sur la certitude des événements, et puis qu'on ne sera jamais dans sa tête. Mon point de vue à moi, c'est l'entre-deux. Et c'est le point de vue qui fait que j'ai été fasciné par son histoire. C'est le point de vue qui fait que la vie de Leni Riefenstahl m'effraie le plus, qu'elle m'est rentrée dans la tête et que j'arrive plus à l'en sortir. Je voulais absolument faire cette vidéo après celle de Lee Miller, parce que le parallèle entre les deux femmes, il est fou. Toutes les deux ont mis l'art au centre de leur vie. Toutes les deux ont été des femmes fortes, indépendantes, et qui ont lutté pour s'imposer dans un monde masculin. Et pourtant, la différence de parcours, l'une a fait des images qui ont lutté contre les nazis, l'autre des images qui ont propagé leur discours.
Et c'est cette différence qui m'obsède. Alors on peut l'attribuer au caractère, aux valeurs, ou est-ce que c'est pas juste le hasard de la naissance ? Tu sais, tu connais la chanson « Aurais-je été meilleur ou pire que ces gens si j'avais été allemand ?» So, dass ein Künstler, der Filme macht, eine enorme Breitenwirkung hat, vor allem damals, als es weder Fernsehen noch Radio gab. Ja. Und hat so ein Künstler dann nicht auch eine ganz besondere Verantwortung? Ja, welche sollte ich denn haben? Est-ce que t'as déjà vu ce film La Chute, qui retrace les derniers jours du Führer, incarné par Bruno Ganz, très très forte sa prestation. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Versicht sie, dass sie es wagen, sich meinen Befehl zu widersetzen! De toutes les critiques qu'il y a autour de ce film, il y en a une qui m'a toujours interpellé, celle d'humaniser Hitler, lui et les nazis en général. Attention, pas de les rendre sympathiques, rien à voir, non, de les rendre humains, pas par le simple fait de les voir agir comme des êtres humains, et pas de les présenter comme les monstres qui sont censés être. Überleg es dir nochmal, Magda. Die Kinder haben ein Recht auf ihre Zukunft. Wenn die Idee des Nationalsozialismus stirbt, gibt es keine Zukunft mehr. Il est bien là le problème. Le monstre, c'est l'altérité. Il est en dehors de nous. Et s'imaginer ces gens comme des monstres, c'est une déculpabilisation. C'est rejeter une réalité qui dérange. Celle que ces crimes ont été réfléchis, organisés et perpétrés par des êtres humains. Des gens comme nous. Et ça, c'est une pensée terrifiante. Un monstre, il peut tout. Alors qu'on sait que des horreurs pareilles, elles sont impossibles à accomplir pour un homme seul. Il faut un système. La véritable horreur, c'est ce concept de la banalité du mal, qui est développé par Hannah Arendt, la politologue, pendant le procès d'Adolf Eichmann. La manière dont des individus ordinaires peuvent commettre des actes abominables, pas par idéologie profonde ou par une cruauté exceptionnelle, juste par conformisme, par obéissance, ou une absence de réflexion morale personnelle. Und ich war wirklich der Meinung, dass der Eichmann ein Hanswurst ist. Und ich sage Ihnen, ich habe dieses Polizeiverhör 3600 Seiten gelesen und sehr genau gelesen. Und ich weiß nicht, wie oft ich gelacht habe, aber laut. Eichmann, c'était un bureaucrate médiocre, qui suivait des ordres et qu'appliquait des règles sans s'interroger sur leur portée éthique. L'horreur, c'est que le mal peut résider dans une pensée absente, où l'individu se déresponsabilise en se conformant à un système. Et Eichmann, lui, c'est un membre de l'appareil nazi, donc était responsable de la logistique de la solution finale. Moi, c'est des histoires comme celle de Leni Riefenstahl qui m'impactent encore plus. Elle, qui a jamais été effectivement membre du parti. Non. Elle a été contaminée. Aucun nazi s'est présenté devant les Allemands en leur disant c'est nous les méchants et on est prêt à toutes les horreurs. Pendant des années, et c'est bien là le paradoxe, leur discours guerrier, leur discours de haine, ne contenait que le mot paix. L'ordre et l'autorité pour la paix. Wir wollen, dass dieses Volk ein Friedleben und aber auch tapfer ist. Und ihr müsst friedfertig sein. Alors bien sûr, il y avait quelques fous qui en hurlant donnaient des indices, mais la plupart d'entre eux montraient un visage neutre. Ils mettaient une cravate, ils s'habillaient de respectabilité. Why? Why do we need enemies? For reinforcing our own identity. En 1995, le philosophe et sémiologue Umberto Eco donne un discours pour les 50 ans de la libération de l'Europe. Et il en tire un court essai dont tu as sûrement déjà entendu parler, reconnaître le fascisme. Il y souligne 14 caractéristiques qui peuvent servir de signaux d'alerte, parmi lesquelles le culte de la tradition, où la vérité ultime elle se trouve toujours dans un passé mythifié, le rejet de la critique, toute divergence d'opinion est considérée comme une trahison, la peur de la différence, pour consolider une unité collective, souvent raciste ou xénophobe, l'appel aux frustrations sociales, le culte de l'action pour l'action ou de l'héroïsme, l'exaltation du machisme, la glorification d'une virilité agressive, accompagnée par un mépris pour les femmes, les sexualités non conformes,
L'utilisation de la novlangue, c'est-à-dire la simplification extrême du langage pour limiter toute réflexion critique, tout travail intellectuel ou interprétation de la complexité du réel. Et ce qu'on tient pas avec ça, les raisons pour lesquelles les Allemands sont tombés dans le fascisme. J'utilise fascisme en tant que synecdote, le fascisme et le nazisme. C'est ça qui m'obsède avec cette histoire. Vouer Riefenstahl aux gémonies, c'est hors sujet. En faire un monstre, comme l'étaient les Allemands, comme l'étaient les nazis, faire de l'Allemagne le point de noirceur dans un monde de lumière, c'est absolument pas tenir compte de la réalité de la situation des années 30 et 40. Jesse Owens, dans le stade des JO, Jesse Owens devient une star, ok ? Il est applaudi par tout le stade, galvanisé par ses performances. C'est retranscrit dans le monde entier. À son retour aux US, il a toujours pas le droit de s'asseoir à côté des Blancs dans le bus. Le président Roosevelt voudra même pas le recevoir, le félicitera pas, juste pour pas perdre les États du Sud en pleine année électorale. I'm sorry, sir, but your friends will have to use the service entrance. La fin du film sur Owens illustre super bien ça, où il se rend à une cérémonie donnée en son honneur. You know who this is? Yes, sir. Mais parce que noir, il peut pas passer par l'entrée principale, mais doit utiliser la porte de service. Aux US, on est toujours dans la seconde vague du Ku Klux Klan. Et les autres pays qui participaient à ces JO, en Australie, l'absence de droits des aborigènes, l'assimilation forcée des enfants, l'Afrique du Sud, avec la ségrégation raciale qui va s'institutionnaliser avec l'apartheid à peine 3 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et en Europe, le Royaume-Uni, la France, sont encore des empires coloniaux, dont la base même, c'est l'idée de la supériorité de la race blanche. Dans le journal Candide, imprimé en plus de 300 000 exemplaires en 1936, voilà comment on présente les exploits de Jesse Owens. Voyez l'étonnant nègre Jesse Owens, athlète inégalable, galopant au milieu de ses adversaires comme une panthère pour le saut en longueur. Ou dans le Figaro. La détente animale et parfaite de Jesse Owens, frère de Shere Khan du livre de la jungle. C'est un animal que les États-Unis ont envoyé lutter contre les Aryens, pas un homme. Leni Riefenstahl, elle vivait pas seulement dans un pays, mais dans un monde où ces idées-là étaient normalisées, rationalisées. C'est le zeitgeist de cette époque. Parce que la majorité des citoyens et citoyennes allemandes ont laissé se banaliser ces idées. Ils ont mis les fascistes au pouvoir parce que pourquoi pas, on n'a jamais essayé. Et leur laisser les clés du pouvoir étatique, c'était la pente pour la culmination d'une logique qui était aussi présente partout dans le monde. Les nazis, eux, ils ont juste eu plus de latitude pour la déployer. Après son instrumentalisation, ils ont pu passer à la bureaucratisation de la haine. Zweitens aber wissen Sie ja, was Gleichschaltung ist. Und das hieß, dass die Freunde sich gleichschalten. Ja. Es hat doch niemals das Problem, das persönliche Problem, war doch nicht etwa, was unsere Feinde taten, sondern was unsere Freunde taten. Weder Mörder noch Denunzianten, wie gesagt, nicht? Leute, denen was eingefallen war. Cette histoire m'obsède parce que tout ce qui illustre la complexité du monde qui nous entoure, moi ça m'en fout, là, toutes ces nuances de gris. Et je cherche pas à amender Leni Riefenstahl, à excuser les Allemands dans leur globalité. Et je sais que c'est jamais très pertinent d'essayer de plaquer une situation du passé telle qu'elle sur notre présent. Je m'interroge juste sur notre capacité à nous, aujourd'hui, à pouvoir ressentir et comprendre notre propre zeitgeist. Aujourd'hui, où les outils de transformation du langage sont aussi puissants. Les nazis, ils étaient précurseurs dans l'emploi des nouveaux outils de communication, des médias de masse de leur époque, le cinéma, la radio. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, contre des réseaux, oui, qui ont bien réussi à pirater nos biais mentaux et nos capacités d'attention ? C'est plus juste les mots qu'on altère jusqu'à ce qu'ils soient dépourvus de sens, c'est maintenant les images et tout ce qu'on voit qu'il est tellement simple de manipuler que ça peut plus être constitutif de notre façon d'appréhender et de comprendre le réel, ou pire, de le définir. Des flots et des flots de données numériques où chacun peut définir sa propre réalité, sa propre vérité subjective. L'ère de la post-vérité. Comment on fait, nous, pour nous prémunir
contre tous ceux qui utilisent déjà ces outils tout autour du monde pour jouer avec nos peurs les plus basiques et nous imposer l'autorité sous des fausses promesses de sécurité. Ceux qui jouent avec les frustrations sociales, ceux qui savent utiliser ces outils pour manipuler la haine et la déguiser en bon sens, en évidence, parfois en humour, en trolling. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? À l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Et qu'est-ce qu'on fait contre notre sentiment d'impuissance ? Ou encore aujourd'hui, malgré l'histoire, malgré les images laissées par des Leni Riefenstahl, par des Lee Miller, des gouvernements peuvent, sous nos yeux, encore pratiquer des nouveaux génocides, justifier des massacres par le droit à se protéger, ou cibler telle ou telle communauté en particulier partout dans le monde. Et ça sans qu'aucun mot, sans qu'aucune photo puisse nous faire sortir de notre apathie. Si vous voulez comprendre comment naît le fascisme, regardez ce film, disait Chaplin. Also wo liegt denn meine Schuld? Sagen Sie mir doch das. Ich habe keine Atombomben geworfen. Ich habe niemanden verleugnet. Wo liegt denn meine Schuld? Est-ce que Leni Riefenstahl s'est posé toutes ces questions ou est-ce qu'elle était juste un produit de son temps, une personne normale, mais qui, par ambition, s'est arrangée d'un antisémitisme d'atmosphère, juste aveuglé, juste contaminé. Et quelle force il faut pour arriver à s'extraire de son environnement, pour en détecter le mal quand on en fait nous-mêmes partie. De manière assez naïve, j'essaie de repenser à Luz Long qui avait pris Jesse Owens dans ses bras devant un parterre de tous les officiels nazis. Juste cette poignée de main. C'est quoi pour nous les petits gestes qui peuvent sembler anodins mais qui permettent de lutter ? Et c'est quoi le prix à payer pour ça ? Luz Long, à cause de son geste au JO36, pour avoir montré sa défiance vis-à-vis du régime nazi, a été envoyé sur le front durant la guerre. Et sa toute dernière lettre, avant d'être tué lors du débarquement allié en Sicile en 1943, sa toute dernière lettre est à destination de son ami Jesse Owens. Mon cœur me dit, si je suis sincère avec toi, que cette lettre est la dernière que j'écrirai jamais. Si tel est le cas, je te demande une chose essentielle pour moi. Ce serait de retourner en Allemagne après cette guerre, qu'un jour tu retrouves mon Karl et que tu lui parles de son père. Raconte-lui, Jesse, raconte-lui comment c'était lorsque nous n'étions pas séparés par la guerre. Je veux dire, dis-lui comment les choses peuvent être entre les hommes sur cette terre.